Bonjour à toutes et à tous, rebonjour pour certaines et certains et bienvenue pour cette nouvelle plénière. À mes côtés, j'ai la chance d'être bien accompagnée. J'ai Alain Di Crescenzo qui est président de CCI France. Bonjour Alain. Bonjour. Alors Alain, vous n'êtes pas sans savoir que la thématique phare de cette 4e édition est la croissance, l'économie régénératrice. Depuis hier, il y a plusieurs sujets qui nous accompagnent, qui nous animent, et notamment deux qu'on va évoquer ensemble aujourd'hui. Le premier, c'est bien évidemment le développement économique des territoires. Le second, c'est le sujet des transformations au pluriel, ce qui me permet de rappeler la thématique de notre plénière qui est œuvrée pour le développement économique du territoire et d'accompagner les transformations au pluriel. Si vous le voulez bien, je vous propose pour commencer un petit retour en arrière. On va démarrer par le 25 janvier 2022, qui est une date symbolique pour vous, puisque vous avez été élu nouveau président de CCI France dans le cadre d'une nouvelle mandature qui vous engage pour 5 ans. On est 1 an et demi après. Vous avez fait donc vos premiers pas. J'ai envie de dire que c'est l'heure du bilan et j'aimerais vous adresser cette question à vous, Alain Di Crescenzo, en tant que président, mais aussi en tant qu'homme, en tant que patron, en tant qu'entrepreneur. Et peut-être pour commencer, pour celles et ceux qui vous connaissent peu ou pas, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours ? Oui. Bon, avec grand plaisir. Puis je ne vais pas dire de conneries parce que je vois qu'au premier rang, là, j'ai mes copains de président de chambre et donc il faut que je fasse très attention, y compris le MEDEF. Moi, c'est le parcours d'un homme qui a de la chance. Voilà, donc je fais partie des gens dans ce pays qui ont eu de la chance. Et je crois que quand on a de la chance, il faut renvoyer la balle. Alors pourquoi j'ai de la chance ? Je suis né dans les quartiers à Marseille, dans un port aussi, comme ici. Et j'ai la chance d'avoir une famille extraordinaire, voilà, qui m'a élevé dans les valeurs. La deuxième chance que j'ai eue, c'est qu'à 17 ans, je me suis cassé la gueule en moto, j'ai une fracture de la colonne vertébrale. Et donc, j'étais paralysé par un petit moment et je voulais être prof de gym. Et donc, j'étais complètement paumé. Et j'ai rencontré un prof de maths qui m'a dit « Mais c'est pas grave, tu es très bon en maths, tu feras ingénieur. » Donc, j'ai fait ingénieur. La troisième chance que j'ai eue, c'est quand j'ai décidé d'entreprendre. Et j'avais 25 ans. Inutile de vous dire que quand on entreprend à 25 ans, on ne comprend pas grand-chose. Et puis, je suis tombé, donc j'ai tapé à la porte des syndicats patronaux, MEDEF, pour le citer en l'actualisant aujourd'hui avec son nom. Je suis arrivé dans un truc qui s'appelait CCI, et ces gens-là m'ont aidé. Ça veut dire que cette boîte, c'est devenu un leader mondial de domaine du logiciel. J'étais le plus jeune président de société cotée en France, j'avais 35 ans, et on l'a développé dans 22 pays dans le monde. Et quand on a cette chance, les amis, on renvoie la balle. Donc j'ai des engagements, bien sûr, dans le monde patronal, c'est pour ça que je suis président de chambre de commerce. J'ai des engagements pour l'orientation. Et je suis président d'une association qui s'appelle Télémac. Et on prend les enfants des quartiers, on les retire un petit peu, une fois par mois, du monde dans lequel ils sont, qui n'est pas terrible. Et le fait de les amener dans, je dirais, dans un univers normal, on a des réussites au bac à 100% et à 80% à mention. Le troisième engagement que j'ai, puisque je vois un collègue qui me regarde ici, c'est que j'entendais la Banque de France tout à l'heure, et je dis que pour entreprendre, il faut de l'argent. Et donc j'ai eu la chance d'avoir des banques qui m'ont aidé, y compris jusqu'à l'introduction en bourse. Et donc j'ai un engagement donc auprès des banques, je peux les citer, auprès des caisses d'épargne et du groupe BPCE. Voilà. Donc j'ai de la chance, et cette chance, j'en profite pour la renvoyer aux collègues. Je l'évoquais en introduction, 1 an et demi que vous êtes donc à la présidence de CCI France. Si on fait le bilan, quels sont vos premiers pas dans cette mandature ? Et peut-être pour rebondir sur votre parcours que vous venez d'évoquer, en quoi votre parcours vous aide au quotidien à mener cette présidence ? Alors je vais commencer par la dernière question, parce que j'ai eu 3 mandats de chambre de commerce différents. J'étais président de CCI départementale, président de CCI régionale et président de CCI nationale. J'ai jamais redoublé. Bon, chaque fois, j'ai fait autre chose. Quand j'ai été élu pour mon premier mandat, j'avais un vieux directeur de cabinet. Un vieux monsieur qui était mon directeur de cabinet quand je suis arrivé. Et à CCI de la Haute-Garonne, de Toulouse, il y avait un Porsche. Et il m'a dit la chose suivante. Le plus gros risque que tu aies, c'est que quand tu passes ce Porsche, tu n'es plus un entrepreneur. Tu deviens un institutionnel. J'ai rien contre les institutionnels. Mais moi, je représente l'entreprise et l'économie. Et donc, j'ai toujours fait en sorte d'avoir des raisonnements d'entrepreneurs. Et je crois que c'est ce qui me sert le plus, c'est ça.
Voilà. Le monde de l'économie, c'est le monde de l'entreprise. On peut ne pas être d'accord, c'est la vérité. Et nous qui représentons le monde de l'économie, on ne doit jamais, jamais oublier les bonnes pratiques de l'entreprise. Ça, c'est pour répondre à cette question-là. Après, si vous voulez, et pour être très honnête, c'est dur et c'est bon. C'est dur parce que le rythme est excessivement élevé. C'est dur parce que c'est un combat permanent. Parce qu'une partie de mes budgets, je les tiens de l'État français, qui viennent des entreprises. Et j'ai l'impression, de temps en temps, de me lever tous les jours et de me battre pour avoir l'autorisation de travailler, alors que nous sommes quasiment des bénévoles. Et c'est bon parce que voilà, c'est aujourd'hui, quoi. C'est mes collègues présidents de chambre, c'est mes collègues du MEDEF, c'est mes collègues des conseils du commerce extérieur, c'est tous ceux qui nous entourent ici. C'est bon parce qu'il y a une envie d'entreprendre et d'avancer dans ce pays qui est extraordinaire. Et je la vois tous les jours sur le terrain. Donc, on a installé la mandature. Et pour ça, j'ai passé, premièrement, j'ai fait ma campagne, j'ai fait le tour de France en voiture, c'était génial, j'adore. J'ai rencontré toutes les chambres de commerce avec leurs élus. Et j'ai présenté ma candidature. Après, j'ai installé une mandature un peu complexe quand même, une chambre de commerce ou un réseau. C'est 9000 élus, une gouvernance de 9000 personnes et 14 000 collaboratrices et collaborateurs et 122 établissements. C'est ça les chambres de commerce. Donc il faut l'installer. Et quand on a cette taille, j'entendais parler d'ETI, c'est un grand groupe, hein. Si on n'a pas la boussole, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que la première action que nous avons faite ensemble, c'est de faire un plan stratégique. Ce plan stratégique a été voté à l'unanimité. Une fois qu'on a voté à l'unanimité le plan stratégique, on s'est intéressé aux ressources des chambres de commerce. Comment est-ce qu'on distribue ces 525 millions d'euros qu'on nous donne? Et donc on a décidé de les distribuer de la façon suivante en établissement public de l'État. Un tiers sur un poids historique, parce que les chambres, ça a été créé par Henri IV. Il y a un peu d'histoire. Un tiers sur le poids économique, un tiers sur la 30% sur la performance et 10% sur les décisions de CCI France et la péréquation. Établissement public, 30% sur la performance, voté à l'unanimité. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On déploie le plan stratégique. Voilà. Et je dis que jamais de mon souvenir de consulaire, peut-être un peu déformé, mais j'ai des témoins devant, j'ai vu autant d'envie d'avancer dans un pays en difficulté. Et moi, je vous le dis franchement, quand on ne se dit pas la vérité, ça m'irrite, quoi. Il ne faut pas être complaisant sur le diagnostic. Et on reviendra peut-être sur la situation de l'entreprise des chambres de commerce, mais surtout des entrepreneurs. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on ait un constat lucide. Il y a des difficultés dans notre pays, il y a des difficultés dans nos entreprises, pas toutes, une énorme majorité. Il faut trouver des solutions, poser les diagnostics, trouver des solutions en vue de les déployer et de faire en sorte que cette économie se développe. Voilà, donc beaucoup de travail, beaucoup de bonheur. J'imagine que quand on envisage la présidence de la CCI, on se pose la question, quelle présidence j'ai envie de mener? Quelle mission, plus précisément, vous avez envie de servir durant votre mandature? Alors, quel président? J'ai toujours dit que CCI France, ce n'était pas une holding. Donc je n'ai que des obligations. Que des obligations. Je suis là pour servir le réseau. Et ce que j'ai dit souvent sur l'économie, il ne faut pas oublier la chose suivante. Le temps de l'économie top-down est terminé. L'économie, c'est l'intégration des économies des territoires, avec une segmentation fine, etc. Donc je suis un président des régions, un président des territoires, je les représente, je les appuie, et j'essaie de leur trouver la stratégie partagée et les ressources pour qu'ils se développent, pour que nous développions et que nous rendions service à nos entreprises. D'accord? Je suis un président de la performance. Parce que j'ai appris dans ma vie, en étant président d'une boîte cotée pendant près de 30 ans, que s'il y a un truc qu'on ne doit pas oublier, c'est la performance et de la création de valeur. Et donc, ça veut dire que nous avons des indicateurs de performance, d'où les 30% de taxes pour frais de change sur la performance. Et donc, je le crois, en tout cas, je suis un président à l'écoute. Voilà ce que j'ai envie de faire. Et puis après, n'oublions pas que rien n'était, même si on a un plan stratégique à 5 ans, rien n'est dans les livres. On a une volatilité des marchés, donc de la vie des entreprises, qui est exceptionnelle. Donc ça veut dire qu'il faudra être structurel et conjoncturel en permanence. Donc un président qui se remet en question
avec mes collègues, pour être le meilleur dans les périodes qui sont les nôtres. Avec la CCI, vous avez un rôle d'observateur, voire même d'observatoire. C'est intéressant parce que juste avant de démarrer cette plénière, on évoquait que parfois, il n'y a pas nécessairement dans les différents organes et au gouvernement les bonnes clés de lecture. Vous, de votre fenêtre avec la CCI, qu'est-ce que vous observez comme enseignement et comme évolution concernant le moral? On parlait tout à l'heure dans la plénière juste avant du moral des entrepreneurs. Est-ce qu'il y a une évolution de la typologie des créations d'entreprises, des sujets et des attentes adressées? Quels sont les grands enseignements que vous pouvez nous partager aujourd'hui? Alors, peut-être commencer par le moral des entreprises et des entrepreneurs. Alors, si vous voulez, le moral des entrepreneurs, il n'est pas compliqué. On vient de prendre le pouls au mois d'août. Alors, ce n'est pas CCI France qui le fait, c'est Opinionway. Et ce moral, on le prend depuis 2015. Depuis 2015, tous les mois, on pose des questions à nos entrepreneurs, que je mets au féminin, bien sûr. On reviendra là-dessus, il y a la passée. On reviendra sur le sujet, sur la typologie des entrepreneurs. On prend le pouls avec des questions qui sont toujours les mêmes depuis 2015, sur le côté optimiste ou pessimiste, et puis on y ajoute des questions conjoncturelles parce que le monde change. Sur l'état d'esprit de l'entreprise, c'est un indice qui était à 100 en 2015, en février 2015. Il est monté en 2018 à 142. Il est descendu à 49 quand on a tout fermé pendant la période Covid et nous sommes à 84. Ben vous voyez, la première fois que j'ai présenté ce baromètre, le journaliste qui m'interviewait me dit « Ouais, c'est super, ça a augmenté. » J'ai dit « Attendez, mais ok, mais si on fait un petit coup de zoom et qu'on regarde ce qui s'est passé derrière nous, en moyenne nominale, elle est à 110. Est-ce qu'on est content de 84 ? Non, on est dans l'orange. Et donc, ça veut dire que l'entrepreneur se pose des questions. Alors, se pose des questions et nous dit aussi la chose suivante. Comment voyez-vous votre entreprise, l'économie française et l'économie mondiale sur les 12 prochains mois ? Il connaît sa boutique. Il la connaît, il l'a créée, il travaille dedans tous les jours. Il dit à 73%, je crois ma boîte. Mais quand j'en arrive à l'économie nationale et l'économie mondiale, on est aux alentours de 20 points. Voilà, il doute. Et quand on lui pose des questions, mais pourquoi tu doutes ? Il doute pour ce qu'on a entendu tout à l'heure. Premièrement, une conjoncture mondiale qui est complexe. Même si je suis une TPE, je ne suis pas hors sol. Je lis le journal, j'écoute la télé, etc. Et donc, conjoncture mondiale de conflit, vous le savez, et une conjoncture mondiale économique tendue avec, vous savez ce qui se passe en Allemagne, qui est le poumon de l'Europe, et vous savez aussi ce qui se passe donc en Asie, même si les États-Unis boostent comme ils n'ont jamais boosté. Deuxièmement, en France, croissance molle. Troisièmement, vous avez entendu tension de paiement. Il n'a pas dit le pourcentage. Moi, j'ai 29% des entreprises qui se plaignent de tension de trésorerie, avec des retards de paiement. Et d'autre part, il faut se le dire aussi, il y a des PGE à rembourser. Alors 50%, on l'ont été, mais aujourd'hui, pour ceux qui restent à rembourser, ben, il y en a 20% des entrepreneurs qui disent que c'est difficile. Et puis, il y a un truc extraordinaire, parce qu'on n'y est pas habitué, c'est l'inflation. L'inflation, aujourd'hui, pas tous les entrepreneurs savent répercuter les prix. Vous êtes une TPE, vous êtes rang 3 en sous-traitance, vous ne faites pas votre prix, on vous le fait. Et donc, cette inflation fait que, quelque part, contrairement à ce que j'entends dire sur les marges, quand je regarde les secteurs que je vois et que je suis, eh bien, elles ne sont pas en progression. Il faut se méfier d'extensier donc certaines catégories, donc, on en parlait hier encore, y compris sur la production agroalimentaire. Je crois qu'il y a l'évolution des marges des producteurs bretons, on m'a donné les chiffres hier, et après il y a l'évolution des marges des grandes multinationales, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc cette inflation, ce n'est pas la juguler. Et puis on a l'impression du pouvoir d'achat, et vous savez que si l'État ne répond pas au pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'on dit ? On va voir l'entreprise, on lui dit, bon, résous-moi le problème. Donc globalement, on a une baisse des marges et des tensions de trésorerie. Voilà la situation de l'entrepreneur. Alors est-ce qu'il lâche ? Ben non, il ne lâche pas, parce qu'autrement on n'est pas entrepreneur. Donc on se bat tous les jours. Par contre, il demande les choses suivantes. Jamais on a vu ça, parce qu'on était parti sur une période Covid, un accompagnement qui était assez extraordinaire, où on faisait tout en visio. Et là, il nous dit non, je veux du lien social, je veux vous voir. C'est sans doute le succès du forum que vous avez aujourd'hui aussi. On a envie de se voir, on a envie d'échanger.
Après, ils demandent de l'accompagnement. Bien sûr, vous l'avez vu en présentiel. Ils demandent le cap. Le cap. Tiens, je vous donne un exemple d'un entrepreneur malheureux que je suis sur un sujet particulier. J'ai 14 000 collaborateurs. Je ne connais pas mon budget pour 2024. C'est normal? Ça veut dire que l'État français ne m'a pas encore dit, ne m'a pas encore donné mon enveloppe budgétaire. Je ne suis pas trop en avance là. D'accord? Donc, besoin de visibilité et il a besoin de coaching. Voilà. Mais peut-être, il s'engage. Et c'est ça qui est important. Voilà. Il ne lâche rien. Et c'est là que, quelque part, on doit rendre grâce à cet esprit d'entreprise qui fait évoluer l'économie de la France et l'économie de nos territoires. Les entrepreneurs sont là. Ici, entre autres. À quels défis sont confrontés aujourd'hui les entrepreneurs? On connaît les différents bouleversements, crises, etc. auxquels ils sont confrontés, mais si vous deviez citer 3-4 défis majeurs, ça serait quoi selon vous? Il y a les défis permanents et les nouveaux défis. Le défi permanent, vous le connaissez tous, c'est la croissance, le développement, c'est le financement, c'est les compétences. Ça, c'est les défis permanents. Et après, il y a les nouveaux défis, il y en a 4, dont un vaut 3, ce qu'on appelle les transitions. Transition environnementale. Alors, bien sûr, le défi par l'obligation de rentabilité. Si je regarde le prix de l'énergie, moi, dans ma famille, on a une entreprise qui répare des palettes. J'ai reçu ma proposition d'énergie pour l'année prochaine. 1,6 fois. Le poids de l'énergie, c'est quasiment le poids du bénéfice de la boîte. Aujourd'hui. Vous voyez ce que ça veut dire pour l'année prochaine? C'est ça. Donc, si vous voulez, le défi de la transition environnementale, avec cette affaire de sobriété énergétique et le prix de l'énergie, mais aussi comment je fais pour vivre dans ce monde-là et pour prendre des marchés, ça veut dire que, quelque part, ce n'est pas une obligation, c'est une compétitivité. C'est une amélioration de la compétitivité que de répondre à ce défi de faire un monde meilleur pour nos enfants, pour notre pays et pour nos entreprises. Deuxièmement, la transition numérique, bien sûr, digitale. Et on a fait un sondage qui, moi, m'a hyper inquiété. Mais alors, moi, c'est qui? Moi, j'ai commencé, quand j'avais 30 ans ou 25 ans, une thèse d'intelligence artificielle. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que sur le dernier sondage, uniquement 20% des entreprises françaises disent qu'il pourrait y avoir un impact du fait de l'intelligence artificielle sur leur activité. C'est pas ça, hein? Si on ne s'en occupe pas, ce n'est pas un impact sur 20%, c'est sur 100%. Donc là-dessus, on est un peu en retard. Transition environnementale. La nouvelle, notamment pour les TPE, c'est la transition RH, le rapport au travail. 56% des entreprises nous disent qu'ils n'arrivent plus à maintenir leurs effectifs et 90% des entreprises qui veulent embaucher disent « j'arrive pas à embaucher ». Et ils se tournent vers nous, notamment les TPE, parce que le core business des chambres de commerce, c'est les entreprises entre 3 et 50 personnes. Expliquez-nous comment on fait pour développer une marque employeur, comment je fais pour rédiger une offre d'emploi, c'est quoi le partage des valeurs, parce qu'aujourd'hui, je ne trouve plus. Et ça, si vous voulez, on est complètement en porte-à-faux, parce qu'avec tout ce qu'ont à faire les entrepreneurs, ils doivent aussi gérer ça. Le dernier défi, j'en ai parlé, c'est l'inflation. Et il faut s'habituer à une inflation qui est durable. Je ne sais pas ce qu'a dit le gouverneur ou le sous-gouverneur, mais on imaginait que ça allait s'arrêter. On était à 2% cette année, j'avais entendu ça, moi. Donc ce n'est pas ça du tout, je crois que ça va durer. Et il faut se mettre à lutter contre un mal durable. Et c'est un mal complexe. En septembre 2022, donc quelques mois après le début de votre présidence, vous avez dévoilé votre plan stratégique qui a été voté à l'unanimité. Pour reprendre vos mots, que je trouve très intéressants, ce plan de vol, comme vous l'appelez, se veut représentatif, centré client, ambitieux, structurant et engageant, avec notamment 8 projets prioritaires que vous avez identifiés. En synthèse, est-ce que vous pouvez nous présenter ces chantiers prioritaires? Les chantiers prioritaires, prenons le plan stratégique, est-ce que c'est celui d'Alain Di Crescenzo? Non. Est-ce que c'est celui de CCI France? Non. Est-ce que c'est celui du réseau? Non. C'est celui de nos clients. 4 clients. Les entrepreneurs, les porteurs de projets, les apprenants et les territoires. Au fait, un peu de pub, 2 secondes. Allez-y. Donc sur 2022, les chambres de commerce ont accompagné 1 100 000 porteurs de projets entreprises. Sur 2022, nous avons formé 400 000 personnes. Nous sommes les premiers formateurs après l'éducation nationale. Et sur 2022, parce que c'est important, nous avons géré, surtout ici, sur ce territoire, 505 infrastructures
aujourd'hui de développement régionaux. Port, aéroport, par des expéditions, etc. D'accord ? Donc, quand on a cette clientèle, avec qui on fait le plan stratégique? Avec des clients. Donc, on a questionné 23 000 clients. Et ces 23 000 clients nous ont donné les 10 commandements de leurs besoins. Et le plan stratégique ne fait que déployer ces 10 commandements. On a fait, donc, il y a 70 projets, dont 8 projets sont les projets stratégiques. Alignement de planète complet. Nos clients les veulent, les entreprises, les porteurs de projets, les territoires, ils veulent ça. L'État français nous dit, plein pot, il faut y aller, qui est notre tutelle, et les chambres de commerce, à l'unanimité, disent, on a les moyens de le faire, on veut le faire et c'est le besoin. On appelait ça les totems. 6 projets orientés vers l'extérieur, vers les clients, et 2 projets orientés vers l'interne. Premier totem, les transitions. Je ne vais pas le redire, je l'ai déjà dit. Deuxième totem, la transmission d'entreprise. Le jeune homme qui est en face de vous a plus de 60 ans. C'est 25% des entrepreneurs aujourd'hui. Ça veut dire que si on ne trouve pas un sujet à la transmission d'entreprise, perte de compétences, perte de savoir-faire, perte d'emploi, no man's land sur les territoires les plus ruraux. Et là, il y a un plan Marshall à faire là-dessus. On le sait depuis des années, on ne travaille pas assez là-dessus, donc c'est une priorité pour les chambres de commerce. Troisième priorité, les compétences. Quand on parle de plein d'emploi, il y a juste un petit truc à faire avant. Anticiper sur les métiers de demain et les métiers sous tension, parce que ça prend du temps à faire bouger les systèmes de formation. Je ne vais pas utiliser un mot d'un animal préhistorique qui avait été utilisé par un ministre fut un temps. Ça prend du temps. Deuxièmement, orienter les jeunes et les moins jeunes vers les métiers qui embauchent et qui payent. Et il y en a plein. L'excellence dans la formation et bien sûr le matching, ça veut dire le recrutement. Et là-dessus, c'est notre troisième priorité. J'en profite, nous allons avoir le mois de l'orientation. 110 opérations en France pour orienter les jeunes et les moins jeunes vers ces métiers-là, en collaboration avec les branches professionnelles et les syndicats patronaux. Ça se développe dans toutes les chambres de commerce. Amenez vos enfants, allez-y, allez voir ceux qui aujourd'hui embauchent et ceux qui ont besoin de vous. Ensuite, bien sûr, France 2030. Je crois qu'on en reparlera. La réindustrialisation. On n'est nulle part en industrie. Il faut se le dire. Je vous donne un chiffre. En 1950, je n'étais pas né. En pourcentage de PIB, l'industrie, c'était 30 points. En 1970, j'étais né. C'est 23%, c'était 23%. Et aujourd'hui, c'est 13%. Vous voulez que je vous donne l'emploi? 1970, 5 millions d'emplois. 30 ans après, 4 millions. Aujourd'hui, 3 millions. On a juste oublié un truc. C'est que l'industrie, ça drive 80% de la recherche et développement. Et Madame la Présidente des conseillers du commerce extérieur de la France, c'est 72% des exportations. Donc pas d'industrie, difficile de combattre contre le déficit de la balance du commerce extérieur. Et le dernier challenge, c'est la proximité. Parce que c'est là que ça commence. Une entreprise, c'est des racines et des ailes. C'est sur un territoire. Les racines, c'est dans le territoire. Et on prend les sucs d'un territoire positivement pour, avec nos ailes, aller à la conquête des marchés. Et il faut travailler sur l'économie de proximité. Il faut offrir du travail et des logements en territoire. Et là, il va falloir qu'on fasse des efforts. Je crois qu'on va parler de disponibilité de foncier. Pas de foncier, pas d'entreprise. Trouvons des solutions élégantes de partage de cet espace-là. Et les deux autres, c'est l'académie des chambres de commerce vers l'interne, parce que le monde évolue, il faut se former. Et les data, il y a beaucoup de data, j'ai parlé d'intelligence artificielle, c'est d'excellents drivers, et il faut absolument qu'on puisse les organiser. Voilà les 8 priorités. On l'a évoqué depuis le début de cette plénière. C'est compliqué en ce moment pour un entrepreneur de naviguer. Il navigue à vue dans un contexte, dans un monde qui est très incertain. Face à ces différentes crises au pluriel, il y a néanmoins, et je pense qu'on peut s'en réjouir, l'engagement qui émerge et qui n'a jamais été aussi présent. Engagement à échelle individuelle, engagement à échelle collective. Vous, quelle est votre perception de cette notion d'engagement et comment est-ce que ça s'incarne au sein de la CCI? Alors, vous savez, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur et qu'on regarde le Covid, qui a été un drame, c'était un révélateur d'un bouleversement de beaucoup de choses.
Et j'en parlais il n'y a pas longtemps avec un conseiller du président de la République. On a travaillé là-dessus, justement, sur qu'est-ce que ça a changé durablement. Il y a quelque chose que ça a renforcé, c'est la solidarité. Quelque chose qui a changé, là. Moi, je vois plus souvent mes voisins. On se voit plus souvent, on se parle plus souvent, parce qu'on a eu besoin d'échanger. Sur l'engagement, par essence, l'entrepreneur est engagé. Pourquoi il est engagé, l'entrepreneur? Parce que diriger une entreprise, c'est s'engager. Il y a deux situations dans la vie. On peut être ou ne pas être un entrepreneur, que je conjugue au féminin. Si on est entrepreneur, on s'engage. Pourquoi? Parce qu'on s'engage pour nos clients. On s'engage pour nos collaboratrices et collaborateurs. Et on s'engage pour notre pays. C'est ça l'engagement d'un collaborateur, d'un entrepreneur. Et donc, moi, j'ai la chance de vivre avec ceux qui s'engagent. Parce que j'ai 9000 bénévoles dans les chambres de commerce qui sont nos élus, nos membres associés, nos conseillers techniques, nos entrepreneurs qui s'engagent. J'ai la chance de voir les conseillers du commerce extérieur, j'ai la chance de voir le MEDEF que je vois ici. Cet engagement est énorme. Il donne. Qu'est-ce qu'il donne un président de chambre de commerce? 50% de son temps à minima. Que donne un vice-président? 25% de son temps. Que donne un président de commission? 1 jour par semaine. Et un élu, c'est une demi-journée à minima. Donc cet engagement est fort. Alors, sur le sondage, puisqu'il faut donner quelques chiffres, le sondage du mois d'août sur l'engagement qui était important pour voir s'il était toujours là, ce sondage nous dit la chose suivante. 62% des entreprises du panel nous disent « j'ai un engagement, j'ai eu un engagement sur la période, sur les 12 derniers mois ». 4 types d'engagement. Un engagement pour l'égalité, à peu près au même niveau, l'égalité de salaire homme-femme. Un engagement pour l'environnement. Un engagement pour l'emploi des jeunes. Et un engagement pour l'accession aux postes de responsabilité à tous. Premièrement. Le deuxième engagement que j'ai vu, et c'est un sujet, j'en parlais hier avec le conseil régional, c'est on a bien compris qu'à un certain moment, si on veut pérenniser notre monde, en attendant qu'on produise chez nous, il faut un tout petit peu récupérer, recycler, réutiliser. Un tiers des entreprises françaises qui ont été interviewées nous disent qu'ils ont lancé un engagement sur la récupération pour ne pas réacheter. Et moi, je pense que ça, c'est une économie non délocalisable qu'on peut mettre sur tous les territoires. Et le dernier engagement qui me touche beaucoup, parce qu'il faut qu'on sache ce qu'on veut dans ce pays. Parce que si on veut réindustrialiser, si on veut relocaliser, il y a un super plan en reloc ici en Bretagne, il faut un tout petit peu acheter français. Tout petit peu. Et donc, il y a 56% des entreprises qui nous disent qu'elles ont engagé une réflexion sur le Made in France. Le Made in France, ça veut dire je produis en France, mais aussi, donc je consomme plus français, je relocalise, etc. Et donc, ça veut dire que cet engagement, quand je le regarde, en tout cas sur ces chiffres-là, n'a jamais été aussi fort. Donc, vous voyez, on vit une période terrible, ou terriblement intéressante d'ailleurs, où il y a des challenges énormes. Et c'est quoi l'engagement? C'est cette énergie énorme qu'ont nos entreprises et nos entrepreneurs. Et quel est le rôle des chambres de commerce? Quel est le rôle du MEDEF? Quel est le rôle de l'économie, de la gouvernance française? Il ne faut pas casser les pattes à cette dynamique et à cet engagement. Voilà. On est là pour faire en sorte de mettre de l'engrais pour que cet engagement, d'une part, subsiste et s'accélère. Vous évoquiez tout à l'heure le plan France 2030. J'aimerais qu'on en parle un peu plus en détail, justement. Je rappelle qu'il s'agit d'un plan d'investissement d'avenir de 54 milliards d'euros sur 5 ans, qui est porté par Emmanuel Macron. L'ambition, c'est qu'il contient 10 objectifs pour mieux comprendre, mieux vivre et mieux produire en France. Quel est le rôle de la CCI dans le développement de ce plan ? Alors, c'est un rôle particulier. Bon, vous avez compris, le rôle de la CCI, c'est premièrement d'alerter, et on l'alerte depuis un certain temps, sur le fait que si on ne réindustrialise pas, on n'atteindra pas. Donc un équilibre de la balance du commerce extérieur, ça ne marchera pas. Et donc on sera définitivement à la queue des exportateurs. Donc c'est vrai qu'on est excédentaire en balance des services de près de 50 milliards, je crois que c'est ça sur 2022, mais on est à plus de 160 milliards de déficit au total sur les biens. Parce que les exportations, pour beaucoup, c'est des biens. Bon, c'est comme ça, comme les importations d'ailleurs. Donc premièrement, sur ce sujet-là, on dit, nous, énorme warning qu'on dit depuis un certain nombre d'années. D'accord? Donc, réindustrialiser la France,
ce n'est pas donc une idée, ce n'est pas une mode, c'est une condition sine qua non de survie. Partant de là, on s'est investi. Et on est allé voir le patron des 54 milliards d'euros, qui s'appelle Bruno Bonnell. On a dit, Bruno, comment est-ce qu'on peut t'aider? Et c'est quoi l'intérêt des chambres de commerce? C'est que ces 23 000 personnes, donc les élus et les collaborateurs, ils sont sur les territoires. Ils connaissent les écosystèmes. Ils connaissent les entreprises. Et l'idée, si vous voulez, c'est de repérer les écosystèmes, parce qu'il faut des chaînes, et les entreprises capables, suite à un investissement, de faire un effet de levier pour produire chez nous, mais avec un effet de levier. Et donc, on est allé voir Bruno Bonnell, et Bruno Bonnell me dit, donc un peu compliqué d'avoir des PME, PMI. Mais j'ai dit, Bruno, c'est normal. Hein. Pour déposer un dossier, il y a 50 pages. Vous connaissez un patron de PME ou une patronne qui va pouvoir remplir 50 pages, écrit petit, hein, écrit tout petit, pour pouvoir éventuellement avoir des aides. Donc ce qu'on a fait avec Bruno Bonnell et avec les équipes ici, c'est qu'on a fait un premier dossier de 2 pages. Ça change pas mal quand même. Et ces 2 pages qu'on aide à remplir aux entreprises, parce qu'on les a repérées, on les pousse, et si ça a du sens, si c'est éligible, on fait 50 pages. Donc on s'est engagé, nous, de notre côté, à identifier sur l'année 2023 à peu près 500 entreprises sur tous les territoires de la France. Donc qu'on va détecter, on va écrire les 2 pages et sur lesquelles qu'on va pousser à répondre positivement, à répondre à France 2030. Une fois qu'elles seront, elles seront éligibles, voire qu'elles auront leurs aides, ça ne s'arrête pas là. Et c'est là qu'interviennent les chambres de commerce. Les chambres de commerce, c'est quoi? C'est un accélérateur multi-compétences. Parce qu'au fond, si on se réindustrialise, et si j'ai de l'argent de l'État pour faire une nouvelle chaîne de fabrication, si quelque part, je n'ai pas travaillé mon financement, si quelque part, je n'ai pas mon recrutement, si quelque part, je n'ai pas mes ventes et mon business plan à l'international, si quelque part, je ne peux pas former mes collaborateurs, j'ai perdu cet argent. Et donc, ce qui est intéressant par rapport aux chambres de commerce, c'est faire le service après-vente. Et bien souvent, et je le dis devant des parlementaires européens et des représentants de notre pays aussi, la France souffre d'un réseau de distribution. Le réseau de distribution, on peut l'appeler les corps intermédiaires, c'est peut-être ça. Hein. Comment on fait pour descendre les politiques publiques au plus près de l'entreprise, faire le dernier kilomètre ou les derniers mètres? Ben nous, on fait partie des acteurs qui font ça. Donc ce qu'il faut, si vous voulez, c'est qu'on descend cette politique publique, on fait en sorte qu'elle bénéficie à ceux qui auront un effet de levier, et ensuite, bien sûr, on les accompagne jusqu'au succès. Et ça prendra des années. Donc voilà ce que font les chambres de commerce, excessivement volontaristes. En Bretagne, donc, ce sont des exemples en termes de team là-dessus. Et donc on y croit beaucoup. C'est un combat de tous les jours, mais on va y arriver. Si on revient sur le sujet des transformations et des transitions au pluriel, il y a beaucoup d'entreprises qui peinent encore aujourd'hui à engager une transformation profonde de leur modèle, de leur gouvernance, parce qu'on sait que ces transitions et ces transformations, ça implique de changer de matrice, avec de nouveaux business models, de nouveaux indicateurs, de nouvelles gouvernances, comme je le disais. Comment un acteur comme la CCI peut accompagner ces entreprises à faire cette grande bascule ? Alors, c'est la première priorité des chambres de commerce, ça c'est le contrat qu'on a avec l'État français, c'est accompagner les entreprises dans la transition environnementale ou transition écologique. 30% de l'énergie des chambres de commerce est là-dedans. C'est combien de 30%? C'est 30% de 800 millions d'euros que l'on met, que l'on va mettre en 2023 sur ces éléments-là. Comment on travaille? On travaille, si vous voulez, avec un fusil à 2 coups. Le premier coup, c'est la sensibilisation. On sensibilise, webinaire, articles de presse, publicité, donc intervention, donc ce que l'on fait quand on fait des réunions collectives, à l'importance des transitions. Et sur la transition environnementale, elle est sine qua non de se développer. D'accord ? Et puis après, on va accompagner ceux qui sont les plus mûrs. Donc globalement, on accompagne 30 000 entreprises par an sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par un diagnostic. Maturité environnementale, capacité à se transformer, les moyens financiers de le faire, autrement on va les chercher.
Et donc, c'est un diagnostic c'est une prestation qui va durer entre 2 jours et 1 semaine. Et quand le diagnostic est terminé, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une to-do list concrète. Derrière tout ça, il y a des investissements sur lesquels qui sont financés par partie, et puis on va chercher nos amis banquiers pour qu'ils nous aident aussi pour faire le reste, d'accord? Et donc, on les accompagne à se transformer. J'ai un exemple. À l'opposé de la Bretagne, dans le Grand Est, les sources de Salsmat sont venus nous voir, font de l'eau, mettent en bouteille, et nous disent, voilà, moi j'ai un problème, juste après le Covid, et avant que le prix de l'énergie augmente, j'ai un problème aujourd'hui, je veux verdir donc mon entreprise pour des raisons environnementales et pour des raisons économiques. Suite au diagnostic, on est tombé sur un investissement de 300 000 euros. Alors on a un peu de chance, et aussi, mais donc il y a un payback, un retour sur investissement de 200 000 euros par an, en 1 an et demi amorti. 1 an et demi, on a amorti l'investissement. Voilà. Et pour votre information, et ça fait partie des éléments forts que nous avons, sur 2022, suite à l'accompagnement qu'on a fait sur les transitions, notamment environnementales, les entreprises françaises, et c'est à peu près 20% de l'accompagnement qu'on a fait, ont investi, suite à l'accompagnement des chambres de commerce, de près de 1,5 milliard d'euros en addition. Et ça va directement dans l'économie. Donc, on détecte, on sensibilise et on accompagne. Et donc, bien sûr, avec un cahier des charges. Alors, nous avons nos propres conseillers, mais vous savez qu'on n'est pas les hyper spécialistes de tout, et heureusement, et on n'est pas en concurrence avec nos entreprises, avec nos clients. Et bien sûr, on fait intervenir les spécialistes du domaine pour aider nos entreprises aussi. L'intérêt des chambres de commerce, c'est qu'on mutualise pour plusieurs entreprises quand on a des spécialistes à faire intervenir. Merci beaucoup, Alain Di Crescenzo. J'ai envie de vous souhaiter un bon plan de vol et que, quelque part, la chance continue à vous guider, notamment dans la réalisation de ces chantiers stratégiques. Merci à vous. Merci infiniment. Merci à tous qui êtes là. Merci à la Bretagne. Et simplement, surtout, retenez juste un élément. Ne lâchez rien, s'il vous plaît. Merci à vous. Merci. Merci.